panélistes, le premier groupe du panéliste de cet après-midi, de s'avancer. Je vais demander à Madame le professeur Dédé Anyango Marashto. Elle est professeure à l'UPC, l'Université de protestante au Congo. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toute chose relevée, car il est rebâti sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. Le ministre du portefeuille, je vous remercie sincèrement de l'honneur que vous m'accordez de participer à cette réflexion. Cette réflexion qui va nous donner l'opportunité de contribuer à l'amélioration des entreprises publiques, mais aussi à faire d'elles, on va dire, ce que vous avez mis dans votre thématique, des entreprises, des leviers du développement. Comme vous avez souligné hier, et c'était très clair pour nous, la gouvernance de ces entreprises aujourd'hui pose problème. Et depuis le matin, on a fait qu'entendre de différents intervenants tous les problèmes, on se rend compte que le problème est profond. Ici, nous venons avec une réflexion. Une réflexion qui va essayer d'apporter une pierre dans ce que vous avez essayé de construire. Un auteur a dit ceci, il s'appelle Georges Bernard Shaw. Il a dit, certains regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi. Ils s'arrêtent à se poser la question de pourquoi. Et d'autres imaginent le monde tel qu'il devait être et se disent pourquoi pas. Je vous remercie de nous permettre d'imaginer les entreprises publiques de demain. Alors, si on regarde le monde tel qu'il est et on se pose la question pourquoi, ça veut dire tout simplement que nous avons en face de nous une situation et on se pose juste la question, mais pourquoi ça se passe comme ça? Comment? Pourquoi il a fait ceci? On a l'impression d'être dans un film de comédie, où tout le monde tient son rôle de comédien. Personne ne nous prend au sérieux, mais nous continuons à tenir ce rôle jusqu'au bout. À un moment, il faut que les films s'arrêtent et que la réalité reprenne. Et je pense qu'il est vraiment temps que cette réalité-là reprenne. Tantôt, le représentant du PNUD nous a dit, pour une bonne gouvernance, il faut des règles. Et moi, j'étais juste étonnée lorsque je préparais cette communication ici, de voir le nombre de dispositions législatives et réglementaires sur le fonctionnement et la gouvernance des entreprises publiques. C'était hallucinant. Hallucinant pourquoi? À cause des résultats. Avec tout ça, on arrive à ça. C'était ça ma question. La question, c'est de se dire, est-ce que ce sont les règles, pas des règles, j'ai cherché, je n'en ai pas trouvé. Est-ce que ce sont des dispositions qui posent problème ou est-ce que ce sont des hommes qui doivent l'appliquer qui ne le font pas? Ou alors est-ce que ce sont les cadres qui essayent de manager et les hommes et les dispositions qui a un souci? Nous nous sommes posé cette question. Et déjà maintenant, pendant que j'étais là-bas, lorsque le modérateur nous a dit « Madame, 5 minutes », il suffisait d'une première intervention pour comprendre que la règle de 5 minutes n'était pas. Est-ce que c'est la règle qui pose problème ou la règle ne répond pas aux objectifs qu'on s'est fixés?
Alors, je passe à ma deuxième partie. J'avais préparé beaucoup de choses. J'ai mon intervention. Je ne sais pas, vous pouvez balancer ça. Peut-être juste la page, la première page, pour qu'on voie au moins de quoi je parle. Il m'a été demandé de parler des règles de bonne gouvernance et d'intégrité dans les entreprises publiques. Faire un résumé et l'évaluation de mise en œuvre. Alors, je vais aller à la deuxième partie de ce qu'a dit Georges Bernard Shaw. Certains imaginent le monde tel qu'il devait être et se disent « pourquoi pas ?» En réalité, lorsque j'ai regardé les règles de bonne gouvernance et d'intégrité, j'ai parcouru beaucoup d'instances. Je n'en ai pas trouvé. J'ai même eu une réponse où on m'a dit « Madame, on regarde seulement sur Internet. » Nous sommes entre nous et nous devons nous regarder en face et nous dire que ça ne va pas. Alors si ça ne va pas, on ne va pas continuer à jouer la comédie. Et je pense que c'est ça l'objectif de son Excellence, Monsieur le ministre du Portefeuille. Et hier, le président de la République l'a si bien dit. Ses attentes, c'est que ces entreprises-là, désormais, il a dit, puissent avoir une gestion irréprochable. Alors, est-ce qu'on peut imaginer les entreprises publiques telles qu'elles devaient être et se dire pourquoi pas? Est-ce possible d'imaginer la rupture avec l'existant sans balayer tous les acquis de l'existant, mais s'attaquer aux maux de l'existant? Dans ma réflexion, je vous propose 4 choses. Je ne sais pas pourquoi ma présentation n'est toujours pas là, mais je vais avancer avec ce que j'ai. La première chose, c'est une approche innovante de la gestion de la chose publique qu'on appelle le New Public Management. Alors, le New Public Management, beaucoup en ont parlé sans pour autant en faire allusion depuis déjà ce matin. Ils ont énuméré quelques éléments du New Public Management. Et moi, je vais vraiment y aller très rapidement parce que la règle, c'est 5 minutes. On va voir si on va y arriver. Alors, dans le New Public Management, on veut tout simplement que la gouvernance soit un ensemble de mécanismes qui dirigent et qui contrôlent l'entreprise en vue d'atteindre les objectifs. Alors, pour y arriver, le New Public, on voit bien Public Management, c'est que c'est le management public, mais le New Public Management propose l'importation des outils de gestion du secteur privé vers les secteurs publics. Alors, j'ouvre très rapidement une parenthèse. Il n'est pas question de faire des entreprises publiques des entreprises privées. En réalité, les entreprises publiques sont d'utilité sociale et le New Public Management est vraiment comprend cela et demande à ce qu'il y ait plutôt une adaptation. Donc, on adapte les outils du privé vers le public. Ça nous donne quoi? Ça nous donne, par exemple, se focaliser sur la performance. Beaucoup l'ont dit depuis ce matin. Mais cette performance vient de quoi? Vient d'une vision claire de ce que nous voulons faire. Quelle est la vision de notre entreprise? Qu'est-ce que nous voulons atteindre dans 5, 10, 15 ans? À partir de ce moment-là, nous allons analyser la situation au sein de notre public cible ou au sein de notre marché par rapport à ce que nous offrons comme service. Quels sont les problèmes auxquels nous devons donner une réponse? À partir de ce moment-là, nous essayons de prioriser ces problèmes-là. Je suis l'ASNEL, je veux offrir l'électricité à tous les ménages congolais. J'ai combien de ménages congolais? J'ai combien de ménages qui ont quel revenu? Et toutes ces choses-là, donc je priorise par rapport aux problèmes réels que j'ai. Ensuite, à partir de ces priorités, je me fixe des objectifs à atteindre dans 6 mois,
dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, et finalement, ça va s'inscrire dans un plan stratégique de 3 ou 5 ans. Et il est question de suivre cela. À partir du moment où j'ai mes objectifs, qu'est-ce que je fais? Je mobilise les ressources. Je ne peux pas fixer les objectifs alors que je sais que je n'ai pas des ressources. Et ça, c'est le problème de la plupart de nos stratégies nationales, programmes nationaux de ceci ou de cela. On arrive toujours après 10 ans, après 5 ans, on dit on a atteint 10% des objectifs, cause, problème des ressources. Comment on peut s'asseoir et on peut décider d'une stratégie sans pouvoir penser aux ressources? Donc, il faut des ressources. Il doit y avoir une pertinence entre nos objectifs et les problèmes que nous avons identifiés, c'est-à-dire l'offre de services qu'on va mettre sur le marché, puisque nous sommes des entreprises commerciales, même si c'est public. Deuxièmement, il doit y avoir une cohérence entre nos objectifs et nos ressources. Les ressources doivent permettre l'atteinte des objectifs. Ensuite, on va passer, je pense que ça, on va nous en parler demain, à tout le processus de gestion qui va nous amener aux résultats. À partir du moment où nos résultats atteignent nos objectifs, nous avons l'efficacité. Et si les ressources nous permettent de l'atteindre, nous avons l'efficience. Mais tout ça se passe dans un cadre orienté vers la performance. Et donc, tout ce qui est règles de gouvernance doit pouvoir s'inscrire dans cette vision-là. On commence à rêver, on commence à imaginer les entreprises publiques autrement. Je continue. Deuxième élément. Il m'a été demandé de parler de proposer les règles de bonne gouvernance. Alors, dans les règles de bonne gouvernance, ces règles aussi doivent être axées vers le résultat. C'est le slide prochain. Voilà. Ces règles doivent être axées vers le résultat, c'est-à-dire dans notre vision de performance, avec un dispositif juridique ou législatif et réglementaire qui aussi tient compte de cette vision. Il ne faudrait pas qu'il y ait une incohérence entre nos dispositions réglementaires et la vision que nous avons pour l'entreprise. Donc, il faut penser les règles par rapport à la vision que nous avons. Première règle, ça je vais regarder là-bas, très rapidement. Avoir une vision partagée qui est le socle de la bonne gouvernance. Il faut partager la vision. C'est ça la vision de chaque entreprise publique. Je parle pas d'une vision générale, je parle d'une vision par entreprise publique. Ce soit notre vision. À partir du moment où nous avons déterminé la vision, que cette vision soit partagée, pas seulement par les acteurs en interne, mais aussi en externe, et commençant par l'actionnaire principal de ces entreprises-là. Quelle est la vision de l'entreprise? Deuxièmement, il faut avoir des dispositions législatives et réglementaires qui influent sur la pratique de la gouvernance, la vraie pratique de la gouvernance. Avec, par exemple, le respect de certaines valeurs, le respect des droits de l'homme, la transparence, l'intégrité. Troisièmement, veiller à la bonne répartition de compétences et à la séparation de pouvoir entre les différentes instances de l'entreprise. On en a parlé ce matin, comment il y avait la confusion entre les fonctions de loi du conseil d'administration, PCA, DG et tout ça. Quatrièmement, veiller au recrutement de personnes qualifiées. Ça, on en a parlé, je vais parler là-dessus aussi. Promouvoir la performance. Promouvoir la performance, cinquième règle, c'est évidemment regarder l'efficacité du régime de gouvernance. Il doit y avoir un régime de gouvernance. Mais alors, pensez à l'efficacité de ce régime qui sera jugé par la performance au niveau de l'économie.
Deuxièmement, renforcer les pilotages stratégiques. Alors, renforcer les pilotages stratégiques avec la surveillance effective. Moi, j'enseigne le cours de gouvernance. Dans les organes de gouvernance, parce qu'il faut bien distinguer les organes de gouvernance et les organes de gestion du management. Dans les organes de gouvernance, on a l'Assemblée générale qui peut être des actionnaires, mais on a aussi le conseil d'administration. Généralement, on lègue l'Assemblée générale des actionnaires, lègue le pouvoir au conseil d'administration pour faire quoi? Pour ce pilotage stratégique et la surveillance du management. L'idée ici, c'est de diminuer la question de asymétrie d'information, mais surtout de comportement opportuniste, parce que le problème de l'agence est évident. À partir du moment où les intérêts de l'actionnaire et du dirigeant, qui peut être des DG, sont divergents, il y a possibilité de comportements opportunistes. Et cette surveillance va permettre à ce qu'on diminue ces comportements opportunistes et que le DG travaille dans l'intérêt de l'actionnaire. Mais puisque l'actionnaire lègue le pouvoir au conseil d'administration, c'est le conseil d'administration qui surveille le management dans ce qu'il fait. Ça, c'est de manière générale dans la théorie de gouvernance. Ici, j'ai posé la question pour le portefeuille, j'ai posé la question qui décide des orientations stratégiques de l'entreprise publique. On a dit, madame, ça n'existait pas. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il faut des orientations stratégiques pour chaque entreprise et les décliner en un plan stratégique opérationnel année après année pour pouvoir atteindre les résultats dont nous avons besoin. Promouvoir les normes éthiques élevées et ces normes s'appliquer à toutes les parties prenantes, conseil d'administration, DG et tout son équipe. Ça, c'est important parce que si nous sommes dans les films de comédie et qu'on ne nous prend pas au sérieux, c'est parce que tout simplement, dans ce que nous jouons, il n'y a pas beaucoup de quoi d'éthique. Surveiller et contrôler les pratiques de l'entreprise en matière de gouvernance, ça c'est une règle aussi. Il faut déterminer quelle instance va s'occuper de ça. Parce que, en fait, le même problème d'agence qu'il y a entre le DG et le conseil d'administration et le même instance de conseil d'administration et l'État qui est l'actionnaire principal. C'est le même problème d'agence. Donc, à partir du moment où il y a un principal et il y a un agent qui ont des intérêts divergents, le comportement opportuniste. Donc, même le conseil d'administration, il n'est pas ici question de dire qu'on veut que les conseils d'administration s'équilibrent tous. Il est question vraiment de mettre un cadre qui aidera à ce que la gouvernance avance. Sixièmement, assurer de manière régulière des évaluations régulières. Madame, qui est commissaire en compte des passés ici, elle a dit quelque chose qui m'a touché. Elle a dit nous faisons des recommandations. Mais généralement, lorsqu'on revient l'année suivante, aucune n'a été mise en œuvre. Je suis aussi administratrice d'une institution financière. À partir du moment où les auditeurs externes nous rendent leur rapport, nous insistons que les DG mettent cela et à chaque réunion du conseil d'administration, nous nous assurons si cela a été mis en œuvre. Quelle est l'instance qui va s'en occuper? C'est peut-être le conseil supérieur du portefeuille, je ne sais pas, mais en tout cas, excellence, vous avez vu ça sur la planche. Instaurer un système de bonus-malus. Je pensais à cette règle ici parce qu'il faut qu'à un moment, on récompense les efforts et qu'on sanctionne des actions disciplinaires les abus ou alors la mégestion. Si les mandataires savent que de la même façon que lorsqu'ils sont nommés, ils passent par la télé, la nomination passe par la télé, et de la même façon, lorsqu'ils seront sanctionnés, ça passera à la télé et ils iront en prison et on va,
en justice les détourneurs et aussi, comment dire, gérer leurs affaires. Je pense que tout le monde va se réagir. Donc il faut bonus pour celui qui a bien travaillé, malus pour celui qui n'a pas bien travaillé. Aligner les rémunérations à la santé financière de l'entreprise, anticiper et gérer les différents types de risques inhérents au fonctionnement aux activités de l'entreprise. Donc il faut anticiper et gérer les risques, promouvoir les valeurs telles que l'intégrité, la transparence, la responsabilité, le respect de droit, l'obligation de rendre les comptes de ses actes, et enfin faire une nette distinction entre le conseil d'administration qui est l'organe de gouvernance et la direction générale qui est l'organe de gestion. Il y a moyen de réfléchir sur ces questions. J'ai entendu ce matin que l'acte uniforme de l'OADA, comment dire, donner plus de pouvoir au DG, ce qui fait que le président du conseil d'administration est là pour convoquer le conseil, les réunions et tout ça. Je pense que ça va poser un vrai problème. D'ailleurs, ces dispositions sont déjà très critiquées par les scientifiques à cause de la concentration du pouvoir au sein d'un même organe. Et cette concentration du pouvoir n'est pas bénéfique aux entreprises, surtout qui ont comme finalité l'utilité sociale. Je termine mes propos. Les constats, je ne vais pas en parler parce que j'ai déjà parlé de beaucoup de choses et mes collègues intervenants avaient déjà relevé beaucoup. Je vais directement aller aux recommandations. Il faut repenser le régime de gouvernance pour les entreprises du portefeuille. Que ce soit en termes de dispositions législatives, mais aussi avoir une vision multidisciplinaire basée sur les résultats, donc l'introduction du public management. Deuxièmement, les règles de bonne gouvernance doivent être axées sur les résultats. J'ai expliqué comment est-ce que, très rapidement, comment est-ce qu'on peut axer ces règles-là sur les résultats de la performance. Les dispositifs juridiques réglementaires sur le pratique de gouvernance dans l'entreprise publique doivent tenir compte du rôle de chaque organe. Il faut bien définir le rôle de chaque organe. Et cela doit rentrer dans les dispositifs législatifs et réglementaires. Je ne sais plus si c'était le professeur Général qui nous avait dit que, ou alors c'était je ne sais plus lequel entre les deux, qui nous avait expliqué que c'est ça, parce qu'il n'y a pas une cohérence entre les problèmes qui se posent et la logique d'action. Il faut penser la gouvernance pour le Congo, par le Congo, et surtout une gouvernance qui nous ressemble nous, pas qui ressemble à quelqu'un d'autre. Même quand je propose le New Public Management, j'ai dit qu'il faudrait adapter les choses, il faut contextualiser. Et ça, c'est très important. Et donc, mettre en place des mécanismes de suivi et évaluation adéquats qui vont déceler les femmes et puis qui vont pouvoir nous aider à réajuster les choses. Alors, ces dispositifs d'évaluation qui vont déceler les écarts entre ce qui est fait et ce qui est fait doivent premièrement déterminer la périodicité des évaluations de la gouvernance. Ici, je parle vraiment de la gouvernance, ainsi que des personnes ou services qui doivent les réaliser. Il y a l'audit financier, mais il doit aussi y avoir l'audit de la gouvernance. Parce que c'est ici que je parlais de la performance. Dans la performance, on peut avoir le contrat de performance, c'est-à-dire il faut respecter ceci, cela. On peut avoir des chartes de bonne gouvernance qui doivent être respectées, et donc après, il faut une évaluation de ce qui devait être fait. Deuxièmement, ces dispositifs doivent identifier les variables à observer. Lorsque nous faisons le contrôle de ce qui devait
fait, on regarde quoi exactement. Troisièmement, il faut proposer, donc le dispositif doit proposer différents niveaux d'application de chaque règle ou de chacune de règles à observer dans une entreprise, ainsi que des scores. Donc quand on dit imaginer le contexte des règles, j'ai imaginé quelque chose. Qu'est-ce que j'ai imaginé? J'ai imaginé l'application des scores. Par exemple, on peut, à partir des variables sélectionnées, dire s'il atteint ça, il a un score de 10. Un score de 10, il veut dire une excellente gouvernance. Un score de 8, très bien. Un score de 6, bien. Un score de 5, assez bien. Un score de 3 et moins, médiocre. Et donc, ce même dispositif doit déterminer aussi les scores totaux par règle. Et après avoir vu le score total, alors là, notre système de malus-bonus peut intervenir. Par exemple, quand on a une excellente gouvernance, c'est qu'on applique les règles, on peut récompenser les dirigeants. Si on a une bonne gouvernance, c'est qu'il y a des recommandations pour améliorer. Et quand on n'a pas une bonne gouvernance, il faut une amélioration globale dont vous êtes sanctionné. Et ces systèmes de sanctions doivent être rigoureux, dissuasifs, selon les scores obtenus. Excellence, Monsieur le ministre du portefeuille. Je termine les propos en réitérant cette citation de Georges Bernard Shaw. Certains regardent le monde tel qu'il est et ils saisissent pourquoi. D'autres l'imaginent tel qu'il devait être et saisissent pourquoi pas. J'ai lu cette initiative que vous avez eue en convoquant les Congolais pour réfléchir, imaginer les entreprises publiques de demain. Maintenant, je pense que la balle est dans votre camp. Ce que nous croyons, c'est que vous, quand même, le responsable, autorité des tutelles, Madame la Première ministre, ainsi que Monsieur le Président de la République, vous allez nous aider à compléter en disant pourquoi pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la professeure. Très bon exposé.